Récemment, Lacoste a célébré ses 90 ans. Et pour l'occasion, ils ont décidé d'inviter Calbo et Lino, les deux frères qui forment l'un des groupes de rap les plus célèbres de France, Arsenic. Ils les ont invités afin qu'ils deviennent ambassadeurs de la marque. Et cette annonce, même si elle peut paraître anodine aujourd'hui, elle a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux. Certains accusent Lacoste d'hypocrisie et d'autres les félicitent enfin de collaborer avec le groupe de rap. Quand j'ai vu toutes ces réactions, j'ai pas forcément trop bien compris tout de suite d'où elles venaient. Donc j'ai décidé de me renseigner sur le sujet et voilà ce que j'ai appris. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Évite mes vers sur le beat de poison pour la flow. Bon, d'abord pour comprendre tout ça, il a fallu que je me penche un peu sur l'histoire de Lacoste. Cette marque, c'est une des marques françaises les plus emblématiques au monde. Elle a pendant longtemps représenté un certain niveau de standing, de qualité, et tout le monde est plus ou moins d'accord sur ça, mais d'où vient cette réputation? Comme beaucoup le savent, la marque a été créée par deux grands joueurs de tennis français, André Gillier et évidemment René Lacoste, d'où le nom de la marque. Si aujourd'hui le tennis se démocratise de plus en plus, il garde encore et toujours une étiquette de sport de bourgeois, et clairement ça vient pas de nulle part. De base, le tennis était un sport destiné à une certaine élite, et c'était très fortement marqué à l'époque, mais ça reste encore aujourd'hui un petit peu le cas. Beaucoup d'études et de données montrent que le tennis reste encore un sport majoritairement populaire chez les plus riches, à contrario du foot par exemple. En plus du tennis, la marque ciblait le golf et la voile, qui sont eux aussi deux sports largement pratiqués par des gens qui ont pas mal de thunes, on peut le dire. Et la dimension élitiste de tous ces sports va directement imprégner l'image de marque de Lacoste, qui va pendant très longtemps cibler en premier les bourgeois qui pratiquent ces sports-là pour le loisir, pour ensuite se démocratiser un peu plus afin de cibler les CSP+, qui voulaient simplement montrer leur appartenance à une certaine classe sociale. Pour cause, la marque a toujours cherché à s'associer à des célébrités du milieu du tennis, du golf ou de la voile, mais pas n'importe lesquelles. Des célébrités qui partagent les valeurs de la marque. Comme le disait Arnaud Clément, ancien tennisman de l'équipe de France, lorsque je joue en Lacoste, je me dois d'être propre et clean, d'être fidèle à un certain style, d'être gentleman. Le fait de collaborer avec les plus grands sportifs de ces sports, plutôt destinés aux riches, n'est pas anodin, puisque associer une personnalité à une marque, c'est transposer à l'image de la marque les qualités et l'image même du sportif en question. C'est le succès, l'humilité, la force mentale et physique, ainsi que le courage de ces champions qu'elle souhaite s'approprier pour contribuer à son propre développement. Du coup, on comprend assez rapidement que pendant longtemps, Lacoste n'a jamais été une marque destinée au grand public, mais plutôt à des gens assez aisés. Et ça dérangeait personne, il y avait des marques pour tout le monde, et Lacoste continue de se développer année après année pour arriver enfin au début des années 90. Et au début des années 90, en France, il y a un truc qui commence à émerger et qui s'appelle le hip-hop. Qui dit hip-hop dit rap, graphe et breakdance. Le breakdance qui était pratiqué par les b-boys, qui devaient s'habiller de telle sorte que leur mouvement ne soit pas entravé quand ils faisaient des mouvements comme celui-là. Pour ça, mettre des survêtements, c'est un super compromis. Et des marques qui font des survêtements stylés, il y en a pas mal, genre Puma, Nike, Adidas ou Lacoste. Les b-boys ont été la fenêtre d'entrée de Lacoste dans la rue pour être par la suite repris par les rappeurs. En très peu de temps, la marque va devenir une vraie référence dans beaucoup de cités de France, et pour ça, on peut clairement remercier Arsenic. Les mecs étaient complètement fanatiques de Lacoste à l'époque et en portaient partout, que ce soit sur leurs pochettes d'albums, dans leurs clips et même dans la vie de tous les jours. Et comme c'était un groupe quand même très écouté à cette époque-là, je peux vous dire que cette pub a été sacrément efficace auprès des jeunes. Et c'est d'ailleurs pour ça que Lacoste à cette époque a multiplié les collaborations avec les rappeurs et autres figures de la culture urbaine. Le directeur exécutif de Lacoste à l'époque, Jean-Claude Fauvet, disait même « Nous sommes un signe d'intégration transculturelle et transgénérationnelle. Nous venons du sport à un monde qui ignore les ghettos et nous en vivons. Nous sommes fiers d'être une marque transversale qui va du camionneur au roi d'Espagne. » Bon, évidemment là je mytho complètement. Tout ça c'était de la com et uniquement de la com de la part de Lacoste à l'époque. On a eu le droit à aucune communication sur ce phénomène à ce moment-là, aucun partenariat avec des rappeurs ou autres acteurs de la rue, aucun sou n'a été reversé à Arsenic malgré toute la pub qu'ils ont fait à la marque au croco. Pourquoi ? Parce que du côté de la marque, ce changement de clientèle est absolument pas prévu. Mais même s'ils vendent encore plus de sap grâce à cette nouvelle frange de la population qui vient se fournir chez eux, voire des racailles de cités s'approprier leur marque de luxe au standing si élevé, ça ne plaît absolument pas aux dirigeants de la boîte qui ont peur que cela ternisse l'image de la marque. Et des années plus tard, on apprendra de Daniel Calon, le directeur de la publicité de Lacoste à l'époque, que cela a eu des effets négatifs sur l'image. Un certain nombre de nos clients nous en ont voulu d'avoir l'air de nous intéresser à cette cible alors que
que nous subissions ce phénomène. Et durant 3 ou 4 années, nous avons eu un chiffre d'affaires en baisse. J'ai retrouvé un article de 2005 assez en avance sur son temps puisqu'il indiquait que la culture urbaine était amenée à devenir ultra populaire et qu'elle risquait d'influencer absolument tout le pays. Lacoste a donc voulu jouer sur ce phénomène puisque de plus en plus de lycéens de quartiers riches commençaient à copier les jeunes de banlieue à cette époque et pour Lacoste c'était parfait en fait. Ils ont profité de ça pour segmenter bien distinctement leur offre en proposant des produits pour les jeunes de banlieue et aussi pour la clientèle de base. Mais à vouloir jouer sur les deux tableaux, la clientèle de base a commencé à clairement voir le truc et pour tous ces BCBG c'était inconcevable de porter la même marque que des gueux. Donc la réponse de Lacoste a été de redorer son image de marque via une grande opération de communication, notamment en collaborant de nouveau avec plein de sportifs de sport de riches et surtout en augmentant considérablement les prix histoire de se détacher du mieux qu'il le pouvait des pauvres parce que faut pas déconner hein, là on parle de Lacoste, pas de Jack & Jones. Et leur plan a eu l'air de plutôt bien fonctionner puisque par la suite la marque a réussi à reprendre son développement tandis que les rappeurs se tournaient plutôt vers d'autres marques. C'est un cas marketing ultra connu et pour beaucoup de personnes comme on l'a vu précédemment dans la vidéo, Lacoste ne voulait pas perdre ses clients de base et donc c'est pour ça qu'ils ne se sont pas associés à la banlieue. Et pour d'autres, c'est juste des gros racistes qui voulaient pas que des rebeux et des renois de banlieue portent leur marque. Dans tous les cas, la marque a plus ou moins réussi à reconquérir sa clientèle de base, mais à partir de 2010, on a eu un certain retour aux sources au hip-hop de la première heure avec tout ce qui est lié à la mode vintage et à partir de là, Lacoste connaît un regain de popularité auprès des cités. Sauf qu'entre 2010 et aujourd'hui, la culture urbaine est devenue ultra populaire, donc évidemment, la marque Ocroco a cherché à capitaliser dessus, comme en 2011 en utilisant pour leur pub ce morceau. Puis en 2017, aux États-Unis, ils ont fait plusieurs collabs avec Supreme, Golf, la marque du rappeur Tyler the Creator ou Keith Haring. En France, il faudra attendre 2018 pour qu'enfin Lacoste collabore officiellement avec un rappeur, Moelle Asquale. Plus tard, ils vont aussi collaborer avec Romeo Elvis. Deux choix extrêmement stratégiques et très judicieux. Enfin, on se retrouve au point de départ de la vidéo avec la collaboration entre Lacoste et Arsenic. Alors, qu'est-ce qu'on a appris ? Déjà, Lacoste a eu quand même beaucoup de mal à vraiment assumer leur lien avec les rappeurs et comparé à d'autres marques, ils ont vraiment pris leur temps. Mais surtout, on peut se demander pourquoi ils ont fini par le faire. Est-ce que c'est pour surfer sur la hype autour de cet univers, étant donné que aujourd'hui ça représente un vrai enjeu économique pour eux, contrairement au début des années 2000, ou bien est-ce parce qu'ils ont fini par être un peu plus ouverts d'esprit ? Évidemment, j'ai pas la réponse à cette question. Tout n'est pas noir ou blanc, et ce choix doit en partie être une conséquence directe d'un changement de mentalité chez Lacoste et dans une bonne partie des entreprises, mais c'est sûr et certain que le côté économique doit jouer ici un rôle prépondérant. En fait, à mon avis, on devait retrouver des gens chez Lacoste à l'époque qui devaient trouver ça très cool de voir la marque se développer et être portée par des classes sociales moins élevées, et à l'opposé, on devait trouver des gens qui trouvaient ça catastrophique, à la fois pour des raisons mercantiles, mais aussi pour des raisons de réputation, parce qu'à cette époque, la banlieue et la culture urbaine en général avaient très mauvaise réputation. Maintenant qu'aujourd'hui c'est à la mode, il semblerait que ce soit problématique pour beaucoup moins de personnes, ce qui n'est pas surprenant. Mais surtout, il y a une autre nuance qui est vraiment importante à noter, je trouve, c'est qu'on ne parle presque que de Lacoste, mais on oublie que c'est avant tout sa clientèle de base qui s'est détournée des produits au moment où elle a vu que des mecs de banlieue s'y intéressaient. Beaucoup pointent du doigt la marque, mais est-ce que le vrai problème, c'est pas la clientèle de base qui, justement, a décidé de totalement boycotter la marque à cause de ça? Parce que là, à la différence de Lacoste, il n'y a aucun doute possible, la clientèle de base s'est désintéressée de la marque juste parce que c'est des classes sociales inférieures, étrangères et banlieusardes qui l'a portée. Niveau vivre ensemble et inclusivité, c'est super, d'autant que les enfants de cette clientèle de base, aujourd'hui, sont pour la plupart fascinés par ce qui vient des banlieues et n'hésitent pas à dépenser leur argent de poche dans toujours plus de streetwear. Ouais, c'est de vous que je parle, les Yankees. Comme Lacoste, beaucoup de marques aujourd'hui se tournent plus facilement vers des collabs avec des rappeurs, mais je trouvais que l'histoire de Lacoste était l'une des plus marquantes, surtout en France. Maintenant, voilà, la question de savoir si c'est de l'opportunisme ou juste de l'ouverture d'esprit de collaborer aujourd'hui et de considérer la culture urbaine, les rappeurs, etc., c'est une réponse qui est très compliquée et en vrai, je pense qu'on peut un peu débattre. Je pense pas qu'une réponse universelle existe, mais le plus important, c'est de connaître l'histoire pour pouvoir se faire son propre avis et surtout pour avoir une bonne idée de comment cette culture extrêmement populaire aujourd'hui était considérée il y a pas si longtemps. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus tard.